Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre débat principal, centré également sur la tenue au Caire de cette quatrième session ordinaire du 8e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, maître de conférence à l'Université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Bonjour Dr Yousra. Bonjour. Alors, premièrement, donnez-nous un tout petit peu plus de détails sur l'étendue de l'intérêt du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour la profondeur africaine de l'Égypte, contribuant à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Afrique et à consolider les bases de la coopération et de l'intégration, de la complémentarité même entre les pays du continent. Oui, le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis 2013-2015, il a une vision en fait particulière pour l'Afrique. Il la considère comme le continent des opportunités. Et il considère aussi ce continent comme une nouveauté ou comme le développement pour l'économie mondiale. Voilà, ça sera la source de nourriture ou d'approvisionnement pour tout le monde entier. Oui, voilà, pour le monde entier. Mais également, dans quelle mesure l'accueil par l'Égypte de cette quatrième session du comité technique spécialisé de l'Union africaine reflète-t-elle l'engagement de l'Égypte à aider les pays africains à atteindre cette vision de l'Afrique 2063 ? L'Égypte fait partie, c'est un pays africain et nous voyons l'Afrique comme on veut en fait arriver à la complémentarité. Alors c'est un symbole ou c'est un signal très très fort d'avoir ces événements, c'est le soutien que l'Égypte avait connu toujours depuis les années 50 comme au moment du président Abdel Nasser, elle était toujours l'Égypte, le sommet ou le début de toutes les révolutions africaines ou l'état de libération de leur pays. Alors c'est un symbole très fort d'avoir, c'est un engagement en fait, c'est un soutien que l'Égypte a accordé et qu'elle le maintient jusqu'à nos jours. L'Égypte, durant son mandat en tant que secrétaire de l'Union africaine, l'Égypte a plaidé pour plusieurs causes, pour plusieurs projets de intercoopération entre les pays africains, de commerce interne même, d'autoroutes qui relient tous les pays africains. Comment voyez-vous ces projets à présent, surtout le projet de la zone de libre-échange, la ZLEC? En fait, c'est une forme de complémentarité ou c'est une stratégie et la stratégie, elle n'est pas uniquement de la politique, mais c'est aussi un investissement. Un investissement au niveau financier et au niveau de projets qui touchent le citoyen africain dans sa vie quotidienne. Alors, le fait d'investir davantage dans notre continent africain, il marque la présence de l'Égypte dans ces différents pays. On est là, on est prêt à soutenir, on est prêt à aider et on est présent dans chaque pays africain à la vie quotidienne du citoyen normal. Moi, je me rappelle très bien quand je préparais ma thèse en France, j'avais des amis africains ceux qui connaissent d'Égypte, ils connaissent bien Abdel Nasser. Pourquoi? Oui, parce que le président Abdel Nasser avait construit des écoles, avait construit des usines. L'Égypte, elle était présente grâce à ces projets industriels ou ces projets culturels de la vie quotidienne dans ces pays africains.
Alors c'est un investissement très important, oui à long terme, et c'est pas uniquement un investissement pour la politique, mais aussi c'est un investissement pour la vie quotidienne et la vie digne, décente de chaque citoyen. C'est la même logique que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde dans notre société. L'idée de la vie digne, il veut aussi que le citoyen africain ait cette vie digne en fait, grâce à cette présence de l'Égypte auprès de ses citoyens. Selon vous, quel est le rôle des événements sportifs, des missions artistiques et éducatives dans le soutien des relations égypto-africaines? L'Égypte, c'est un pays, lorsqu'on la compare avec beaucoup d'autres pays africains, oui. Elle est un pays qui a bien investi dans sa infrastructure. Alors le fait de réceptionner ou d'accueillir des coupes mondiales ou de football ou autres, comme je viens de vous dire, c'est un engagement que l'Égypte avait pris et c'est une petite chose qu'on peut présenter. Oui, allô? Docteur Yousra? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Je vous dis que c'est une petite chose qu'on peut présenter en vue de la culturelle et sportive que l'Égypte à tous les pays africains, en fait. C'est un engagement africain. Oui. Quel est le retour, je dirais, culturel et social et économique du soutien de l'Égypte à la jeunesse africaine, surtout? Si vous savez, l'Académie nationale de la formation, National Training Academy, elle programme en fait depuis plusieurs années des formations spécialisées du leadership africain pour la jeunesse. C'est une première chose. Et deuxième chose, on n'oublie pas que le forum mondial qui se tient chaque année à Sharm el-Sheikh au mois de novembre ou décembre, on invite aussi tous les jeunes du monde entier, non seulement du continent africain, pour venir dialoguer ici, découvrir l'Égypte et que l'Égypte soit le point d'aiguille, en fait, le point plus important, vu son rôle, son histoire, sa location, etc., que ça soit le point, en fait, où l'angle important, attirant pour tous les pays. Alors, l'Égypte, elle vient en support ou en soutien pour les jeunes africains ou pour un début, grâce à la formation des leaderships africains ou des leaders africains et la jeunesse. Oui. Quelques-uns prônent que ces projets de l'Union africaine, certainement, et de l'investissement en Afrique vont un tout petit peu réduire le nombre de victimes de l'immigration clandestine pour l'Europe, pour les pays plus industrialisés. Comment voyez-vous cela? En fait, l'Égypte, elle a beaucoup à donner et peut-être que ce constat, il est vrai parce que beaucoup d'étudiants africains, ils viennent en Égypte pour continuer leurs études supérieures, par exemple à l'université El-Azhar ou dans d'autres universités qui dans leur département francophone. Voilà. Dans ce volet francophone. Alors peut-être que ce constat-là, il est vrai et ça peut changer, quand vous dites, cette idée d'immigration. Oui. Quand on parle de plan global, on vient de diffuser depuis quelques minutes un rapport sur le financement des projets
verts, des projets pro-environnement, surtout avec, qui ont été faits ou décidés depuis le COP26 à Glasgow au Royaume-Uni l'année dernière, et juste à deux mois du COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh, on parle que le financement vert n'a pas même atteint les 12% du financement requis pourvu pour le continent africain tout entier. Il n'y a pas de financement proprement guidé ou proprement ciblé vers l'économie verte en Afrique. Comment voyez-vous cela? L'économie verte, elle est encore débutante, et même au niveau national égyptien, on a pris des pas, mais on n'est pas encore arrivé à la fin ou à l'apogée de ces investissements ou de ces projets. Mais tous les pays commencent. Peut-être que maintenant on commence par 12% pour des investissements verts en Afrique, et on peut arriver à un pourcentage plus élevé dans les prochaines années. Mais déjà, le dossier de l'économie verte, il est sur table, et les pays commencent à le travailler et à donner plus d'investissements. Espérons pour le mieux. Selon vous, est-ce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été traités au cours de cette session, cette 4e session du 8e comité spécialisé de l'Union africaine? Moi, je peux juste souligner quelques points ou quelques idées qui soutiennent davantage la complémentarité africaine ou la complémentarité égypto-africaine. Par exemple, la Déclaration universelle qui traite de la diversité culturelle du UNESCO 2001, elle a bien confirmé le pluralisme ou la richesse du patrimoine. Alors, chaque pays africain, si on a de l'histoire, et les autres pays africains qui ont aussi de l'histoire, des monuments, un riche patrimoine, pour toute l'Afrique, c'est une richesse, c'est du pluralisme. C'est une diversité et c'est une complémentarité. Deuxième chose, on veut bien maintenir l'édition africaine de la culture. Maintenant, chaque année, il y a une capitale africaine qui est la capitale de la culture. Par exemple, cette année, c'est le Maroc. On veut bien que le gouvernement égyptien prend intérêt ou accorde son intérêt à cette édition de la capitale africaine de la culture. C'est une compétition qui se fait chaque année, de façon annuelle pour tout le continent africain. Et ça donne un grand sentiment d'appartenance. Alors, à mon avis, c'est une édition à ne pas manquer et qui doit être maintenue. Et troisième chose, c'est la Journée mondiale de la culture africaine qui est le 24 janvier de chaque année. On doit en fait la sentir davantage et lui accorder plus d'intérêt et plus de chance dans notre vie. Il faut en fait que chaque Égyptien ait conscience et ait ce sentiment d'appartenance à l'Afrique. Alors, à mon avis, chaque année, le 24 janvier, on doit accorder à ce jour une grande importance pour le cadrer et pour marquer bien l'identité égypto-africaine. Parfait, Dr Yousra Chaaban. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes maître de conférence à l'Université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.